Si tu t'intéresses à l'investissement en bourse et plus globalement au marché financier en utilisant le vecteur des trackers et des ETF avec une approche passive, tu as sans doute déjà été confronté à tout un tas de termes différents. Donc les ETF, en l'occurrence ça veut dire Exchange Traded Fund, c'est déjà un concept que j'ai déjà présenté à de très nombreuses reprises sur cette chaîne YouTube. Mais en t'intéressant à l'investissement passif avec l'utilisation notamment des ETF, il y a des sous-termes auxquels tu as peut-être déjà dû être confronté à un moment donné, que ce soit les ETP, donc les Exchange Traded Products, que ce soit les ETN, les Exchange Traded Notes, etc., etc. Il y a plein de sous-termes, si tu veux, et de sous-catégories qui vont venir exister quand on s'intéresse à l'investissement via les trackers et les ETF. Et dans cette vidéo, j'aimerais me concentrer sur l'une d'entre elles, et notamment les ETN, qui est un concept que j'ai pas encore eu l'occasion de te présenter en détail, donc ça sera l'occasion de le faire dans cette vidéo. Donc un ETN, il faut savoir que c'est un type de dette qui est non garantie et émise par une institution financière. Contrairement aux actions, lorsqu'on investit dans un ETN, on n'achète pas une participation dans un portefeuille d'actifs. Au lieu de ça, on va plutôt acheter une promesse de la part de l'émetteur de nous payer dans un futur montant basé sur la performance d'un indice ou d'un autre référentiel. Pour comprendre un peu plus le fonctionnement des ETN, j'ai essayé de te mettre un exemple là à l'écran. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les ETN ils sont plutôt conçus pour fournir aux investisseurs un accès à la performance de divers actifs ou différents indices que tu connais déjà sur les marchés financiers. À la maturité de la note, l'émetteur va payer à l'investisseur un montant basé sur la performance de l'indice de référence, moins les frais. Et je te mettrai un exemple un petit peu plus tard. Il faut savoir que les ETN, c'est un peu comme les actions ou comme les fonds négociés en bourse. Ça peut être acheté et vendu à partir du moment où la bourse reste ouverte de toute façon. Donc ça reste un actif un peu comme les autres, mais quand même un indice assez particulier. Le plus gros problème en fait des ETN et surtout leur plus gros risque, c'est le risque de crédit ou le risque de contrepartie, puisque vu que ces ETN en fait ils sont émis par une institution financière, si l'émetteur de l'ETN fait faillite, finalement les investisseurs ils pourraient perdre l'intégralité de leur investissement. Il faut savoir que les ETN font partie d'une plus grosse catégorie qu'on appelle les ETP. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet que tu retrouveras dans la playlist bourse si tu veux en savoir plus. Mais globalement, si tu veux, en haut de l'échelle, on va avoir les ETP ou les Exchange Traded Products et juste en dessous, on va avoir trois sous-produits des ETP. Le premier qui est les ETF ou les Exchange Traded Funds que je t'ai présenté à de très nombreuses reprises sur ma chaîne YouTube, qui permet notamment de faire de la gestion indicielle et de l'investissement passif en bourse. On va retrouver les ETN, qui est le sujet de cette vidéo, ou les Exchange Traded Notes, qui est une forme de titre d'emprunt qui va nécessiter la plus grande prudence à cause de son très faible niveau d'encadrement réglementaire et surtout par rapport à son risque de crédit ou son risque de contrepartie que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. Et on va avoir une troisième catégorie dans les ETP qu'on va appeler les ETC ou les Exchange Traded Commodities pour les matières premières qui sont relativement similaires aux ETF mais qui vont refléter plutôt le cours des matières premières et non des indices connus comme le MSCI World, le S&P 500 ou le Nasdaq pour n'en citer que quelques-uns. Maintenant que tu connais la théorie et la définition, je t'ai préparé un exemple simplifié pour le fonctionnement d'un ETN pour que ce soit plus clair dans ta tête parce que souvent on a un peu de mal à se représenter de ce que c'est, surtout quand on est débutant et qu'on vient tout juste de s'intéresser au marché financier. Donc j'ai pris une situation spécifique en imaginant un ETN qui est basé sur l'indice S&P 500 par exemple. Donc tu as plusieurs étapes que j'ai essayé de te présenter à l'écran. La première étape qui va être l'émission de l'ETN. Donc là on va avoir par exemple une grande banque qu'on va appeler par exemple Banque X qui va émettre un ETN qui va être nommé S&P 500 ETN qu'on va pouvoir lister sur les marchés financiers. L'ETN va promettre de payer à l'investisseur un montant basé sur la performance du S&P 500 sur une période donnée. Par exemple, là, dans l'exemple que je te montre ici, on va dire par exemple 5 ans. Ensuite, on va passer à la deuxième étape qui va être un investissement dans l'ETN. Dans le cas où toi, tu serais intéressé pour investir dans cette ETN. En tant qu'investisseur, si on est intéressé par cette ETN, on va devoir acheter cette ETN à un certain prix, similaire à l'achat d'une action en bourse. On va ne pas acheter directement les actions, si tu veux, du S&P 500. Au lieu de ça, on va plutôt acheter une promesse de la part de Banque X de nous payer plus tard en fonction de la performance finalement de cet indice. D'où le risque de contrepartie que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. Pendant la durée de détention de l'ETN ou pendant la durée, si tu veux, de création, il y a quand même d'autres choses à avoir en tête. Par exemple, et c'est ce que je te mets à l'écran, supposons que pendant ces 5 années, l'indice du S&P 500 va augmenter finalement de 20%.
L'ETN est négocié en bourse, donc ce qui va signifier que son prix peut également fluctuer en fonction de l'offre et de la demande et surtout en fonction de la manière dont les investisseurs vont percevoir la performance future de l'indice du S&P 500 et de la solidité financière de la banque X. Parce que si demain cette banque ne fonctionne pas bien ou si cette institution financière ne va pas bien, bah forcément on risque d'avoir une grosse baisse sur l'ETN qui est aujourd'hui listé sur les marchés financiers. Il faut savoir que par la suite, à la maturité de l'ETN, c'est-à-dire à l'échéance des 5 ans, la banque X va calculer le paiement basé sur la performance de l'indice S&P 500. Et si tout se passe comme prévu, et en supposant qu'aucune autre condition n'affecte le paiement, comme la faillite de banque X ou d'autres critères qu'on n'aurait pas pu prendre en compte, on sera capable, nous en tant qu'investisseurs, de recevoir un montant qui va refléter à la hausse de 20% de l'indice, moins les frais associés à l'ETN, parce qu'il y a quand même toujours des frais de gestion à prendre en compte. C'est le cas de tous les ETP de toute façon, hein. Dans le cas des ETP que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt, on a les ETN, les ETF et les ETC. À chaque fois, de toute façon, tu as des frais de gestion qui sont plus ou moins importants. Si tu regardes ce qui existe dans de la gestion active, souvent on a des frais beaucoup plus élevés que la moyenne. Et c'est pour ça que l'un des gros bénéfices en fait de la gestion passive, notamment en utilisant les ETF, c'est le fait d'avoir une gestion qui soit la plus automatisée possible et surtout à moindre coût. Donc ce que tu dois retenir et en résumé par rapport à l'exemple que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt, c'est que dans cet exemple, l'ETN va agir comme un véhicule d'investissement où notre rendement va être lié au S&P 500, mais sans que l'on possède réellement les actions de cet indice. Notre risque principal va résider dans la solvabilité de banque X, et donc si cette banque fait faillite ou rencontre des problèmes financiers, on pourrait perdre notre investissement indépendamment de la performance du S&P 500. Maintenant que tu as compris tout ça, j'ai essayé de te présenter de la manière la plus simple possible et la plus synthétique possible le comparatif, si tu veux, entre les ETN et les ETF en fonction de différents critères. En l'occurrence, là ici, j'en aurais pris 4. La propriété d'actifs, le risque, la performance et enfin les impôts et les frais parce qu'il y en a dans chacun des différents ETP, que ce soit les ETC, les ETN ou les ETF. Donc pour la propriété d'actifs, si on prend le cas des ETN, il faut savoir que ces ETN ne confèrent pas la propriété d'actifs du sous-jacent. Les investisseurs, ils vont détenir une créance sur l'émetteur avec le risque de contrepartie que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. Pour le cas des ETF, quand on investit en tant qu'investisseur dans des ETF, ça va vraiment représenter une participation, si tu veux, dans un portefeuille d'actifs. Et ce n'est pas uniquement des actions, hein, ça peut être des obligations, ça peut être des matières premières. Il y a tout un tas, même de l'immobilier coté. Il y a plein d'ETF différents. Donc tu vois déjà, en termes de propriété d'actifs, le fonctionnement entre les ETN et les ETF sont quand même assez différents. Au niveau du risque, c'est pareil. Il y a dans les ETN, il y a le risque de crédit qui va être associé à la capacité de l'émetteur à rembourser sa dette. Donc si l'émetteur fait faillite, tu perds ton capital. Alors qu'avec les ETF, aujourd'hui, c'est nettement plus régulé. Il y a beaucoup plus de contrôle, si tu veux, sur la gestion et l'émission des ETF. Donc le risque de crédit, il est quand même un peu plus faible. Et quand bien même il y aurait un émetteur d'ETF qui ferait faillite, j'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet sur ma chaîne YouTube, tu seras capable en tant qu'investisseur de récupérer ton argent parce qu'il y a tout un tas d'assurances qui te permettront à un moment donné de récupérer ton capital, même en cas de liquidation et en cas de problème avec l'émetteur. Parce qu'il faut savoir que pour le cas principalement de certains ETF, notamment ceux à réplication physique, même ceux à réplication synthétique, même si le fonctionnement est assez différent, il y a des actifs quand même sous-jacents qui sont réellement détenus par le fonds. Dans le cas des ETF à réplication physique, si par exemple je prends le cas d'un ETF du S&P 500 ou un ETF, même plus simple, hein, on va dire le cas d'un ETF qui va répliquer les performances de l'or. Dans le cas d'un ETF à réplication physique, le fonds qui va émettre cet ETF sera obligé de détenir de l'or dans son coffre au prorata du nombre d'ETF, si tu veux, et de parts de l'ETF qui va émettre sur le marché. Dans le cas d'un ETF à réplication synthétique, il sera quand même obligé de détenir une partie de l'actif sous-jacent qui va émettre sur le marché, par exemple de l'or, mais il pourra également émettre des parts d'ETF or en ayant en garantie d'autres actifs autres que l'or. Ça peut être des entreprises du S&P 500, ça peut être des obligations ou ce que tu veux. Il y a eu des gros problèmes avec les ETF à réplication synthétique, notamment lors de la crise des subprimes en 2008 aux États-Unis. Donc depuis, il y a eu quand même beaucoup de changements qui ont été faits avec les produits dérivés, les produits des types ETF à réplication synthétique ou ce que tu veux. Donc le risque, il est quand même plus faible.
faible, il y a moins de risques de crédit, il y a moins de risques liés à la contrepartie, même dans les ETF à réplication synthétique. Mais comme à chaque fois, hein, dans tout investissement, le risque zéro, bien évidemment, n'existe pas. Ensuite, le troisième point, c'est tout ce qui est lié à la performance. Donc, il faut savoir que pour les ETN, en général, ils vont suivre la performance d'un indice ou d'un autre référentiel sans le risque du suivi d'erreur, le tracking error que je t'ai évoqué à plusieurs reprises. Pour le cas des ETF, là, eux, ils vont chercher à reproduire la performance d'un indice, mais ils peuvent parfois s'en écarter légèrement avec le tracking error. Si, je ne sais pas, tu investis sur un ETF qui est censé répliquer le S&P 500 et donc le S&P 500 sur une période de 3 ans en moyenne a fait du 10% annualisé et que ton ETF, toi, il a fait 9%, bah, tu as un tracking error de 1%. Tu peux avoir des ETF qui vont avoir un tracking error positif, donc qui vont, dans le cas que je t'ai donné tout à l'heure, si on a un S&P 500 qui fait du 10% annualisé, tu peux avoir un ETF qui va faire 11%, c'est quand même assez rare, et globalement on retrouve plutôt des tracking errors à la baisse, mais voilà, il faut savoir que c'est quelque chose qui existe et que ça fait partie aussi de la gestion de risque quand on sélectionne des ETF, et c'est pour ça que quand on choisit des ETF, on fait attention aussi à l'historique, parce que si tu es sur un ETF qui est là depuis 3 ans, tu n'as pas un vrai recul, si tu veux, sur la potentielle tracking error, qui est l'un des critères à analyser, mais il y en a bien évidemment plein d'autres. Si on regarde un autre critère que je t'ai pareil évoqué tout à l'heure, qui concerne celui des frais et des impôts, pour le cas des ETN, on va avoir des frais généralement plus bas avec une structure fiscale qui est potentiellement plus favorable pour certaines stratégies d'investissement. C'est pour ça qu'a priori, il y a beaucoup d'investisseurs qui peuvent s'intéresser à ce genre d'alternatives, même si ça reste, selon moi, plutôt adapté à des profils avancés. Et pour les ETF, ça reste intéressant, comme je te l'ai déjà dit, parce que tu as des frais qui sont relativement faibles. En général, pour les moins chers, on est entre 0,10 jusqu'à 0,20, 0,25. Et puis après, quand tu vas sur des ETF un peu plus exotiques, tu peux monter jusqu'à 0,60, 0,70. Donc là, on est quand même sur des ETF beaucoup plus élevés, sur des ETF spécialisés. Donc il faut quand même faire attention. Donc en conclusion, je te dirais que les ETF et les ETN offrent tous les deux des moyens uniques et efficaces d'accéder à divers marchés et différentes stratégies d'investissement. Faudra du coup déterminer ce qui t'intéresse toi et ce que tu as envie de faire avec ton capital sur les marchés financiers. Les ETN, ils peuvent être attrayants pour leur précision dans le suivi des indices et leur structure fiscale, mais ils comportent des risques de crédit, donc le risque de contrepartie que je t'évoquais un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Les ETF, quant à eux, offrent une propriété qui va être plus directe que celle des ETN, des actifs sous-jacents, même s'il faut quand même faire attention. Quand tu investis dans des ETF, les actifs dans lesquels tu vas décider d'investir, vu que tu investis, si tu veux, dans des paniers d'entreprises ou dans des paniers d'actifs, ils ne sont pas inscrits directement en ton nom, ils sont inscrits au nom principalement du broker ou de l'institution financière qui va émettre ses actifs, si tu veux, sur les marchés financiers. Donc, il faut rester vigilant par rapport à ça. Mais en général, les ETF, ils sont souvent privilégiés par les investisseurs parce que c'est souvent des produits financiers qui restent très liquides, très transparents, qui sont également aussi très bien régulés, très bien contrôlés depuis maintenant un certain temps et qui offrent d'énormes possibilités pour ceux qui auront l'intérêt d'investir sur les marchés financiers sur le long terme et qui souhaiteraient potentiellement s'orienter plutôt vers une approche passive sur le long terme. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé et qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux en savoir plus sur l'investissement en bourse et plus spécifiquement sur l'investissement via les trackers ou les ETF, n'hésite pas à cliquer dans la description de la vidéo. Tu as la possibilité de télécharger un fichier PDF que j'aurais préparé pour toi dans lequel je t'ai fait tout un listing des meilleurs ETF sur PEA, sur compte titre. Je t'ai même fait une section bonus sur les meilleurs ETF Smart Beta. Je sais que généralement la sélection des ETF c'est quelque chose qui pêche pour pas mal de personnes ou du moins qui demande quand même pas mal de temps et qui peut bloquer pas mal de débutants. Donc c'est un travail que j'ai déjà effectué pour toi et qui pourra à mon avis te faire gagner énormément de temps. Donc profites-en. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.